L'architecture doit être une symphonie où se trouvent exprimées toutes les formes de la vie intérieure. On doit cette citation à l'architecte que je souhaite vous présenter, Aline Gray. Elle forme un peu un trio avec Lina Bobardi, architecte sur qui j'ai déjà consacré un épisode, et Charlotte Perriand, qui sont plus jeunes mais avec qui elle partage le goût pour l'innovation et l'indépendance. Peintre, architecte d'intérieur, designer, artiste laqueuse et architecte autodidacte, le travail d'Aline Gray est foisonnant. Son travail d'architecte a longtemps été oublié, elle reste longtemps connue pour son travail de designer auquel elle reste cantonnée, son nom ayant été littéralement gommé de l'histoire de l'architecture moderne. Dans les années 1970, elle sort de l'oubli grâce à un collectionneur américain et est reconnue pour ses lacs. En France, il faut attendre 2013 et la rétrospective qui lui est consacrée au Centre Pompidou, notamment grâce au travail de la conservatrice Chloé Pittiot. Pour finir cette introduction, Aline Gray est un exemple excellent pour illustrer ce XXe siècle foisonnant et les bouleversements que connaît l'architecture dans les années 20. Cet architecte passe d'un style belle époque et plutôt historiciste pour arriver à un style très moderniste, épuré, lié au mouvement moderne. Mais on va voir qu'elle développe une vision assez personnelle de ce style, empreint chez elle de mystère et de code. Aline Gray, de son vrai nom Kathleen Eileen Murray Smith, naît en 1878 dans une famille aristocratique irlandaise et reçoit une éducation victorienne entre le domaine familial de Brownswood en Irlande et la demeure londonienne. Son père, artiste amateur, l'emmène dans ses voyages européens, en particulier en Suisse et en Italie. En 1900, elle visite l'exposition universelle de Paris avec sa mère, qui l'impressionne énormément. C'est décidé, elle renonce à son éducation victorienne et prend des cours de peinture à la réputée avant-gardiste Slade School of Fine Arts de Londres en 1901. Elle fait des allées et venues à Paris à partir de 1902. Elle s'établit près de Montparnasse et évolue dans les cercles lesbiens avant-gardistes. Elle fréquente notamment le salon de Nathalie Barnet, romancière américaine, qui entretient une relation ouverte avec la peintre Romaine Brooks. Ces salons sont fréquentés également par la photographe Bérénice Abbott, à qui Aline Gray commande une célèbre série de portraits d'elle à la garçonne. Elle s'y présente comme une femme moderne avec un côté dandy, jouant sur ses habits, se travestissant. Aline entretient des relations publiques avec des femmes comme la chanteuse Damia vers 1922, pour qui elle crée son premier fauteuil dit à la sirène, toujours dans un style historiciste avec ce mélange des styles historiques, presque art nouveau, avec un dossier sculpté d'une sirène enlaçant un hippocampe. Durant cette période, elle côtoie des artistes anglo-saxons comme la poétesse Mina Loy, le poète occultiste Aleister Crowley, proche du mouvement poétique de l'imagisme. Ce courant, très important pour comprendre l'œuvre d'Aline Gray, pense qu'il y a un lien entre l'idée, la forme et l'esprit. Ce côté spirituel se retrouve dans la laque, avec cette surface mystérieuse et très complexe, très profonde, jusqu'à 17 couches qu'Aline Gray affectionnera énormément. Cet imagisme se retrouve aussi dans le goût du secret, de l'énigme présent dans son travail également architectural. En 1907, elle s'installe définitivement à Paris et elle suit des cours de peinture à l'Académie Colarossi et à l'Académie Julian. Mais les cours de peinture et de dessin l'ennuient un peu et elle se tourne vers la technique très difficile de la laque. Elle se perfectionne dans cette technique dans l'atelier de restauration de Dean Charles à Londres, puis avec le laqueur japonais Seizo Sugawara. Elle lui propose de devenir son collaborateur dans l'atelier de laque qu'elle ouvre en 1910. Elle produit de magnifiques laques qu'elle présente lors du salon des artistes décorateurs en 1913, comme ce panneau décoratif, le magicien de la nuit, qui représente des personnages dont un tient une fleur de lotus incrustée en nacre. Cette façon de renouveler le genre plaît beaucoup au mécène et grand couturier Jacques Doucet, qui lui commande des œuvres. En 1914, le paravent Le Destin, constitué de 4 panneaux au rouge-orange intense, présentant 2 hommes nus, dont un porte un vieillard, peut être métaphore du cycle de la vie. La table au char, au motif antiquisant là aussi inspiré de l'imagisme, pour Jacques Doucet toujours. Après avoir été conductrice d'ambulance à Londres pendant la Première Guerre mondiale, elle réalise en 1919, par l'intermédiaire de Jacques Doucet, la décoration intérieure de l'appartement de Madame Juliette Lévy, la propriétaire d'un salon modiste. C'est une immersion totale qu'Aline Gray crée ici, la création d'une espèce de rêve. Elle réalise des paravents dits en bloc, plus abstraits que ce qu'elle a fait jusque-là. Ces paravents recouvrent les murs du vestibule de l'appartement et les carrés laqués bougent, donnant l'impression d'un mur flottant, faisant entrer dans le monde de l'illusion. Ce paravent montre le passage de l'art décoratif à la modernité chez Aline Gray.
En parallèle de son atelier de laque et de cette activité d'architecte d'intérieur, elle ouvre un atelier de tapis avec Evelyn Wild. Ils sont conçus comme des tableaux abstraits, voire cubistes, très colorés, avec beaucoup d'épaisseur. Aline Gray voulait qu'il soit une expérience sensorielle complète. En 1922, elle ouvre la galerie Jean Désert, rue du Faubourg Saint-Honoré, et va se consacrer entièrement au métier d'architecte d'intérieur. Elle prend pour sa galerie le nom Jean Désert. C'est le nom d'un homme inventé pour se donner une légitimité dans un monde surtout réservé aux hommes. L'année 1923 marque la deuxième période du travail d'Aline Gray. Elle présente au salon de la Société des artistes décorateurs une chambre à coucher boudoir pour Monte-Carlo. Ce projet suscite des critiques négatives de la part de la presse spécialisée française qui le juge trop austère, pas assez art déco, voire qui s'en moque. Mais il est reçu de manière très positive auprès des artistes et architectes néerlandais du mouvement de Stijl. Elle est alors invitée à Amsterdam à exposer ses meubles et elle rencontre les membres de ce mouvement hollandais de Stijl. C'est un mouvement artistique fondé en 1917 qui prône un mélange des arts et un nouvel art d'habiter. Son plus grand représentant en peinture est Piet Mondrian. Aline Gray réalise une table hommage à ce groupe d'artistes, table basse polyvalente de Stijl, où elle rompt ici avec ses premières créations. Bicolore, noire et blanche, au design asymétrique, qui vise l'utilité, ici une table à thé, l'esthétique est complètement influencée par cette géométrie utilisée par ce mouvement hollandais. Aline Gray adopte totalement ces nouvelles idées avant-gardistes. En 1929, elle est l'un des membres fondateurs de l'UAM, Union des artistes modernes, qui souhaite s'émanciper de la décoration et se concentrer sur la fonction des objets et sur leur utilité, avec l'architecte Robert Mann Stevens, Charlotte Perriand ou le constructeur Jean Prouvé. Lors de son séjour à Amsterdam, elle rencontre également l'architecte roumain Jean Badovici, fondateur de l'importante revue L'Architecture Vivante, qui deviendra son ami et probablement son amant. Ensemble, ils visitent les réalisations de grands architectes modernes européens, comme la maison Schröder, conçue par Gerrit Rietveld en 1924 à Utrecht. Cette maison, véritable manifeste du mouvement de Stijl, est une synthèse des concepts en vigueur dans l'architecture moderne. Il y a une grande flexibilité dans l'organisation spatiale et c'est une ode à la ligne droite et à l'angle droit, utilisant des codes couleurs. Et c'est Jean Badovici qui donne l'impulsion à Aline Gray pour mettre en œuvre ses idées architecturales. Elle achète en 1926 un exceptionnel terrain dans le sud de la France, à Roquebrune-Cap-Martin, avec un accès direct à la mer. Avec Jean Badovici, elle dessine la villa E1027, parfois appelée E1027. Terminée en 1929, elle est réalisée pour Jean Badovici, même si Aline Gray y habite jusqu'à leur séparation. La villa permet à Aline Gray de proposer son interprétation de l'architecture moderne, le fruit de nombreuses années de réflexion dessus. C'est une villa qui reprend les 5 points de l'architecture moderne. La villa est un parallépipède blanc, perché sur des pilotis, avec un accès au toit-terrasse et de longues baies vitrées horizontales. Cependant, il est très important pour Aline Gray de ne pas caler un concept, une idée sur un site. La villa doit s'adapter au site sur lequel elle s'implante. À cette époque, l'architecte Le Corbusier travaille à son concept de sa machine à habiter, de l'homme moderne, de la rationalisation et de la rentabilité de l'espace. Dans un entretien avec Jean Badovici dans l'Architecture vivante en 1929, Aline Gray critique cette vision machiniste, sans nommer pour autant Le Corbusier, et dit que cette pensée est trop calculée, trop mathématique et finit par en oublier l'homme. Elle dit « Il faut construire pour l'homme qu'il retrouve dans la construction architecturale la joie de se sentir lui-même comme en un tout qui le prolonge et le complète, que les meubles mêmes, perdant leur individualité propre, se fondent dans l'ensemble architectural. » Pour elle, la maison n'est pas une machine à habiter contre ce que peut penser Le Corbusier, mais une coquille d'escargot, comme elle l'appelle, c'est-à-dire un bâtiment organiquement lié au corps. Un exemple concret de ce refus d'une modernité mécanique, c'est le mobilier. La table E1027 est une construction géniale, avec une partie qui glisse sous le lit et dont la partie supérieure sert de plateau dont on peut d'ailleurs régler la hauteur pour pouvoir prendre tranquillement son thé dans son lit. Tout est modulable, c'est l'architecture et le mobilier qui s'adaptent à la personne qui y habite et à sa manière d'habiter. Les meubles sont légers, faits à la main, pas du tout produits pour une production de masse. Ce sont des prototypes ingénieux qui sont faits pour cette maison qui regorge d'ailleurs d'éléments judicieux encastrés, de lampes de lecture, de pupitres, d'armoires, de placards, de rangements dans les plafonds, etc. Aline Gray met toujours une touche humoristique dans ses réalisations, comme le fauteuil en cuir bibendum, dont la forme presque surrembourrée et les tubes d'acier rappellent le bonhomme Michelin. La maison est un L dont la partie la plus longue fait face à la mer et comprend une chambre à coucher avec sa propre terrasse, un salon et un escalier en spirale qui conduit à la chambre d'amis.
Les multiples terrasses, les baies vitrées qui peuvent s'ouvrir complètement donnent l'impression d'être sur un pont de transatlantique. Le vocabulaire nautique utilisé, bouée de sauvetage, le drapeau sur le toit, le fauteuil transat, le message au pochoir sur le mur du salon, invitation au voyage, invite le visiteur à l'évasion. Alingray a d'ailleurs pensé la table de la salle à manger dans cette optique d'évasion et de paquebot en utilisant une surface en liège pour couvrir les bruits des couverts et mieux entendre le son des vagues. Toujours proche du mouvement littéraire de l'imagisme, Alingray adore les codes. Il y en a d'ailleurs un, c'est la signification de E1027. Le E pour Eileen, le 10 pour le J de Jean, comme la 10e lettre de l'alphabet, le 2 pour le B de Badovici, le 7 pour le G de Gray, unissant ainsi leurs deux noms. Alingray glisse sur les murs de la villa des messages humoristiques et un peu mystérieux, écrits à l'aide d'un pochoir. Entrez lentement, défense de rire, sens interdit, etc. D'ailleurs, il y a des lettres dans un meuble au premier étage dont on ne sait toujours pas la signification. On ne sait pas à quoi correspondent ces lettres encore aujourd'hui. Après leur séparation, Jean Badovici continue de venir à la villa avec des amis, dont Le Corbusier, qui était proche du couple et qui aimait beaucoup cette réalisation. En 1938, Le Corbusier, qui était également peintre, peint 8 fresques sur les murs blancs de la villa. Ces fresques n'ont pas du tout plu à Alingray, car elles compromettent la conception de l'espace qu'elle en avait, mais aussi la totalité de la villa en tant qu'ensemble. Selon elle, l'architecture doit être sa propre décoration. Je la cite, « Le jeu des lignes et des couleurs doit être tel, répondre si exactement à l'exigence de l'atmosphère intérieure, que toute peinture détachée, tout tableau, apparaissent non seulement inutiles, mais nuisibles à l'harmonie du tout. » Ces fresques vont contribuer à faire oublier la vraie architecte de la maison. Beaucoup ont longtemps pensé que c'était une réalisation du Corbusier, qui a d'ailleurs construit les unités de camping non loin et son cabanon, et qui va mourir en 1965 à Roquebrune lors d'une baignade. Il laisse d'ailleurs le flou régner quant à l'attribution de cette œuvre à son corpus, puisque lorsqu'il publie ses fresques dans son œuvre complète en 1946, il n'intègre pas le nom d'Alingray. De même, dans la célèbre revue Architecture d'aujourd'hui, en 1948, la villa est uniquement présentée comme une villa au Cap Martin sans nom d'architecte. Et c'est comme ça qu'Alingray a été complètement gommé de l'histoire de l'architecture moderne. À la mort de Badovici en 1956, Le Corbusier vend la maison à une amie, puis à un médecin, qui finira d'ailleurs assassiné par son jardinier dans le salon. La villa est ensuite abandonnée, pillée. Classée à l'inventaire des monuments historiques dans les années 2000, elle est enfin restaurée et maintenant visitable. Alingray est une femme très privée, discrète, voire timide. Elle disait de son vivant qu'elle n'avait pas de connexion avec la vie réelle. Elle se met en retrait volontairement après la construction de la villa E1027, elle abandonne le design, ferme son magasin et brûle même une partie de ses archives. En 1931, elle construit quand même sa propre maison sur les hauteurs de Menton, Tempe à Paya, qui veut dire en dialecte mentonnais le temps de bailler, qui est la plus pure expression de ses idées. Cette maison reprend le plan de E1027, mais c'est une maison sans façade, une maison faite de l'intérieur vers l'extérieur, qui rappelle là encore son principe de l'escargot. Elle pousse encore plus loin le travail sur le mobilier prototype, comme ce siège escabeau porte-serviette qui concentre ces 3 fonctions et dont les perforations servent à faire sécher les serviettes plus rapidement. Jusqu'à sa mort en 1976, à 98 ans, elle continue à créer, à réaliser des projets non construits, mais aussi à peindre, des gouaches, des collages sur papier, à photographier ou à faire des maquettes de paravents en liège ou en métal perforé. Je vous encourage maintenant que les musées ont rouvert de courir aller voir certaines de ses œuvres dont je n'ai pas parlé, au Musée des Arts Décoratifs de Paris ou au Centre Pompidou, et pourquoi pas aller visiter sa villa cet été. Merci, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, dans vos stories en me taguant, puisque c'est comme ça que mon travail peut se faire connaître, et à bientôt pour un nouveau portrait.